Le président de l'Assemblée nationale, Soro Kikbafori Guillaume, a été reçu par le président béninois Yayi Boni en marge de l'investiture du président du Parlement béninois, Adrien Ngbeji. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé la commission bilatérale Côte d'Ivoire-Portugal qui s'est tenue en présence du vice-premier ministre portugais. Et puis la réalisation des infrastructures devant abriter les Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire en 2017 ont été confiées à l'ordre des architectes. Le jeune tireur blanc qui a fait 9 victimes dans une église protestante noire a été appréhendé par la police. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre 20h. Je vous l'annonçais dans les titres. Le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, était au Bénin à l'occasion de l'investiture du nouveau président de l'Assemblée nationale béninoise, Adrien Ngbeji. Avant de quitter Cotonou, Soro Guillaume a été reçu par le président de la République du Bénin, Boni Yayi. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Michel Digré. La délégation de présidents de parlements africains invités à l'investiture de leur homologue béninois a été reçue en audience par Yayi Boni. Alors, très jeune ami, Des retrouvailles chaleureuses entre le chef de l'État béninois et le président du Parlement ivoirien. J'avais un message particulier du président Ouattara pour son homologue, le président Yayi Boni, et qui me chargeait de lui transmettre un message d'amitié, de fraternité. Nous repartons satisfaits de ces échanges et surtout de la courtoisie et du privilège d'avoir été reçu par le président de la République du Bénin. Le président de l'hémicycle de Côte d'Ivoire était très attendu par les médias béninois. Au cours des conférences de presse et sur les plateaux de télé, Guillaume Soro a répondu sans détour à toutes les préoccupations des journalistes, notamment en celles relatives à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. De toute façon, nous sommes des démocrates. Celui qui gagne en octobre a gagné, il va diriger le pays et ce ne sera pas la mort pour les autres. Guillaume Soro a par ailleurs livré ses ambitions pour le Parlement ivoirien. Ma mission aujourd'hui est de conduire l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, faire de cette institution une institution qui joue pleinement son rôle et reprenne sa place au cœur de la République. Je veux pouvoir demain, quand je partirai de l'Assemblée nationale, dire qu'il y a eu une empreinte, qu'il y a eu une marque et que cette Assemblée a joué pleinement son rôle. Au regard de l'attraction qu'il a constituée dans les médias, Guillaume Soro aura en tout cas marqué d'une pierre blanche son passage au Bénin à l'occasion de l'investiture de son homologue Adrien Ngbeji. Et avant les travaux de la commission bilatérale, la deuxième édition du Forum économique ivoiro-portugais s'est ouverte. Ce forum qui a pour objectif de redynamiser les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Portugal a été marqué par la signature d'un protocole d'accord entre les agences ivoiriennes et portugaises chargées de la promotion de l'investissement. Le compte-rendu est signé Yves Bublé. À ce deuxième forum économique ivoiro-portugais, le vice-premier ministre portugais, Paulo Partas, a conduit une délégation d'une vingtaine de chefs d'entreprise de son pays. Paulo Partas n'a pas manqué de se réjouir de l'opportunité qu'offre la rencontre d'Abidjan pour le renforcement de la coopération économique entre son pays et la Côte d'Ivoire. On peut faire bien plus dans les exportations du Portugal à la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire au Portugal. Je suis à côté de grands représentants d'entreprises portugaises qui sont déjà dans la Côte d'Ivoire ou qui veulent venir en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un très bon signe. Il y a des entreprises de tous les secteurs économiques imaginables. La construction civile et les infrastructures, la pharmaceutique, etc., etc., etc. Ça veut dire c'est un radar assez élargi. Appréciables mais faibles par leur volume,
Les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et le Portugal peuvent être améliorés et diversifiés. Optimiste, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan marque la volonté de la Côte d'Ivoire de voir les relations bilatérales entre son pays et le Portugal renforcées, ce que devra favoriser l'ouverture de l'ambassade ivoirienne à Lisbonne. Aux accords signés au Portugal entre les parties ivoiriennes et portugaises en mars dernier s'ajoute désormais le protocole d'accord signé à Abidjan entre le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, et l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal, l'AECEP. Cette journée d'échange ne devrait pas s'arrêter là. Les différentes entités et d'entrepreneurs ici présentes devraient profiter de ce que peuvent offrir ces rencontres. En travaillant ensemble, nous pouvons tirer parti des opportunités d'internationalisation et d'investissement que chacun de nos deux pays offre. La visite en Côte d'Ivoire du vice-premier ministre portugais s'achève ce jeudi. À Abidjan, Paulo Portas aura passé 48 heures consacrées au renforcement des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant à la deuxième commission bilatérale ivoiro-portugaise. Après celle réalisée en mars dernier à Lisbonne, au Portugal, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan préside cette commission aux côtés du vice-premier ministre du Portugal en visite de 24 heures en Côte d'Ivoire. Cette commission bilatérale a été l'occasion de signature de conventions entre le gouvernement ivoirien et portugais, notamment dans le domaine de l'éducation. Reportage Christelle Ménan. À ce deuxième forum économique ivoiro-portugais, le vice-premier ministre portugais, Paulo Portas, a conduit une délégation d'une vingtaine de chefs d'entreprise de son pays. Paulo Portas n'a pas manqué de se réjouir de l'opportunité qu'offre la rencontre d'Abidjan pour le renforcement de la coopération économique entre son pays et la Côte d'Ivoire. On peut faire bien plus dans les exportations du Portugal à la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire au Portugal. Je suis à côté de grands représentants d'entreprises portugaises qui sont déjà dans la Côte d'Ivoire ou qui veulent venir en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un très bon signe. Il y a des entreprises de tous les secteurs économiques imaginables. La construction civile et les infrastructures, la pharmaceutique, etc., etc., etc. Ça veut dire c'est un radar assez élargi. Appréciables mais faibles par leur volume, les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et le Portugal peuvent être améliorés et diversifiés. Optimiste, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan marque la volonté de la Côte d'Ivoire de voir les relations bilatérales entre son pays et le Portugal renforcées, ce que devra favoriser l'ouverture de l'ambassade ivoirienne à Lisbonne. Aux accords signés au Portugal entre les parties ivoiriennes et portugaises en Près de 12 ministres réunis autour de la table ce 18 juin au cours de cette deuxième commission bilatérale ivoiro-portugaise. Face à eux, une délégation portugaise conduite par le vice-premier ministre Paulo Portas. Cette commission bilatérale a été l'occasion d'explorer des pistes de coopération économique, mais aussi de signature de conventions. Le Portugal est en pleine relance économique, ce qui fait dire à son vice-premier ministre que ce réchauffement des relations ivoiro-portugaises arrive à point nommé. La situation financière s'est considérablement améliorée et le Portugal a récupéré son indépendance financière. Et je crois que c'est le bon moment, Monsieur le Premier ministre, pour anticiper nos relations, signer plus de mémorandums. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan se réjouit de l'intérêt accordé à la Côte d'Ivoire et espère le retour de l'ambassade portugaise à Abidjan, ainsi qu'un accroissement des échanges commerciaux. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous souhaitons vraiment renforcer cette coopération et que Abidjan et la Côte d'Ivoire restent un point d'entrée important pour les entreprises, disons que portugaises en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. Après 3 accords signés en mars dernier à Lisbonne, une 4e convention liée à l'éducation a aussi fait l'objet de cette commission bilatérale. Nous souhaiterions bénéficier de la coopération des Portugais, surtout dans le domaine du numérique. Parce qu'il faut savoir que depuis 2 ans, nous enseignons les TIC à l'école et les entreprises portugaises veulent proposer du matériel informatique, des tablettes, des méthodes pédagogiques afin que nous puissions améliorer notre système éducatif.
La construction, l'énergie, les TIC, de même que la santé, sont autant de secteurs qui intéressent le Portugal. Vous savez que nous préparons d'arrache-pied le début de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et tout ce qui va concerner les volets pharmaceutiques, tout ce qui va concerner les volets laboratoires nous intéresse. Et je pense qu'il y a des opportunités avec le Portugal. Plus de 20 entreprises ont été recensées dans le sillage du vice-premier ministre portugais pour cette visite officielle de 24 heures en terre ivoirienne. Voilà, c'était la deuxième commission bilatérale ivoiro-portugaise avec une signature de convention entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement portugais dans le domaine de l'éducation, et le reportage était signé Christelle Ménan. Le ministre de la Justice était aujourd'hui même au Parlement pour soumettre 8 projets de loi à l'approbation des députés. Coulibaly Nguénéma était d'abord face à la Commission des affaires générales et institutionnelles, puis la Commission des affaires économiques. La prévention et la lutte contre la corruption, la création du livre foncier électronique et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance sont entre autres les projets de loi. Tous ces textes ont été adoptés par le Parlement. Le compte-rendu est signé Hamza Diaby. Création du livre foncier électronique, ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, attribution et fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, réduction du droit de mutation en matière immobilière, modification d'articles du livre de procédure fiscale, institution d'un identifiant unique pour l'immatriculation des entreprises en Côte d'Ivoire et utilisation des procédés électroniques pour la création d'entreprises. Ces projets de loi ont été défendus ce jeudi à l'Assemblée nationale par Mamadou Nguénéma Coulibaly, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Nous sommes venus au nom du gouvernement défendre des projets de loi qui vont dans le sens donc de l'amélioration de notre position, de notre classement dans le doing business. Ça, c'est l'aspect visible. Mais au fond, ce que le gouvernement a entrepris à travers les 8 projets de texte que nous avons soutenus aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre économie soit plus fluide, soit plus électronique, donc soit à la hauteur des attentes de ce pays qui se veut émergent à l'horizon 2020. Donc nous sommes venus échanger avec les députés sur ces visions et ces mécanismes nouveaux. Et les parlementaires, membres des commissions des affaires générales et institutionnelles et des affaires économiques, qui ont compris le bien fondé de ces projets de loi, les ont tous adoptés à l'unanimité au grand bonheur du représentant du gouvernement. Par exemple, créer une société, on peut le faire par voie électronique. On n'a plus besoin de se déplacer. Par exemple, chaque société aura un identifiant unique. C'est-à-dire que vous alliez aux impôts, que vous alliez à la CNPS ou que vous alliez à la justice pour faire un registre de commerce, c'est le même identifiant que vous aurez. Ce qui va permettre une traçabilité plus aisée, ce qui va permettre un suivi plus efficace en matière de fiscalité. Autre exemple, vous pouvez aujourd'hui agir sur le livre foncier, transcrire, avoir des informations, parce que le livre foncier devient également électronique. Donc toutes ces commodités n'ont pour objectif que de rendre la vie plus facile aux Ivoiriens. Après l'adoption des projets de loi en commission, reste l'étape de la plénière. J'en viens au 3e titre de cette édition et vous le savez, la Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter les 8e Jeux de la francophonie. En 2017, le pays est à pied d'œuvre pour offrir des infrastructures sportives et culturelles de qualité aux participants. La réalisation de ces infrastructures vient d'être confiée à l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Les précisions de Victorine Yaoyoboui. L'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, retenu pour réaliser toutes les infrastructures sportives et culturelles, devant abriter les Jeux de la francophonie de 2017 en Côte d'Ivoire. Le Comité national de la francophonie chargé de l'organisation de cette 8e édition estime que la Côte d'Ivoire a l'expertise nécessaire pour offrir des infrastructures de qualité aux participants. Il s'agit de faire la rénovation de l'ensemble des sites identifiés pour accueillir des compétitions sportives et culturelles, mais également des sites d'hébergement et d'animation, faire en sorte que l'ensemble de ces sites obéissent aux exigences internationales des fédérations sportives internationales, mais également aux exigences des experts du Comité international des Jeux de la francophonie.
Les architectes ivoiriens auront donc la charge de réaliser les infrastructures sportives et culturelles existantes dans la ville d'Abidjan. Entre autres, la cité de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, qui va servir de village officiel des Jeux de la francophonie, les stades, la bibliothèque nationale. Il est également prévu la construction d'un terrain de basket au parc des sports de Trècheville. À la suite de notre audience au président de la République, nous sommes plaints que nous n'avons pas la possibilité de participer aux grands travaux qui se faisaient en Côte d'Ivoire. On nous donne l'opportunité de nous exprimer et de prouver que nous avons les compétences nécessaires pour le faire. Croyez-moi, nous n'allons pas décevoir le chef de l'État ni le peuple ivoirien. Nous allons faire de telle sorte que les Jeux soient une réussite au niveau des infrastructures. L'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire a exactement 2 ans pour réaliser tous ces travaux, car les Jeux de la francophonie se dérouleront ici à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Ouverture à Abidjan de la 7e édition de IT Forum. Le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Nabagné-Koné, a procédé ce jour à l'ouverture de la 7e édition de ce forum des assises dont le but est de permettre aux directeurs de systèmes d'information d'accompagner la transformation des entreprises et des organismes publics par les technologies. Le ministre Nabagné-Koné a présenté les acquis de la Côte d'Ivoire en matière de développement du secteur des TIC avant d'inciter les acteurs à continuer d'innover. Réunis autour du thème transformation digitale et transformation énergétique. Quel enjeu pour l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier pendant les 2 jours du forum, experts ivoiriens et ceux venus de l'étranger vont échanger sur les bonnes pratiques et réfléchir sur les problématiques de ces 2 secteurs complémentaires. Les détails dans nos prochaines éditions. Dans le mois de juillet, le président de la République sera dans la région du Bafing. Pour l'instant, sur le terrain, l'heure était aux préparatifs. Filles et fils du Bafing se mobilisent autour de la réussite de cette rencontre avec le président Alassane Ouattara. Une concertation a eu lieu hier à l'hôtel du district d'Abidjan. Le compte-rendu est signé Sidonie Waka Davila. Faire de la visite du président de la République un événement historique, c'est le pari des populations du Bafing comprenant les localités de Touba, Koro et Ouaninou. Depuis ce mercredi, fils et filles de cette région ont entamé des réunions qui vont se multiplier les jours à venir pour que cette visite tienne toutes ses promesses. Nous avons jugé donc utile de les réunir pour les interpeller sur tout ce que les uns et les autres doivent faire pour que cette visite soit un succès. Pour la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, la visite du président de la République dans la région sera l'occasion pour les ressortissants de prouver au président Alassane Ouattara leur attachement. La région du Bafing est entièrement acquise à la cause du président Alassane Ouattara. Donc cette visite pour nous est très très significative. Le Bafing est à 100% pour le président Ouattara. Les populations sont déjà prêtes, sont mobilisées. Quelle que soit la date qui sera indiquée, en tout cas, nous sommes déjà prêts. À cette rencontre où tout le monde sera mis à contribution, les femmes et les jeunes veulent pouvoir jouer pleinement leur partition. Ça va apporter une cohésion totale à la région et un développement inimaginable. Donc nous sommes en bloc pour soutenir nos hommes pour l'arrivée du président. La jeunesse de Bafing est prête pour la mobilisation. Nous sommes venus pour voir quel sera le rôle de la jeunesse. La visite du chef de l'État dans le Bafing aura lieu après la période du Ramadan. Pour l'heure, élus et cadres, ainsi que toutes les populations de la région, sonnent la mobilisation pour offrir à l'illustre hôte un séjour mémorable. En politique, la présidente de l'URD, l'Union républicaine pour la démocratie, était ce matin face à la presse nationale et internationale pour donner sa position sur l'évolution de la situation politique en Côte d'Ivoire. Daniel Boni-Clavry a également parlé des défis à relever pour son parti. Mamadou Kouassi, reportage. Annoncée candidate à l'élection présidentielle de 2015, Daniel Boni-Clavry, président de l'URD, Union républicaine pour la démocratie, risque d'être absente au starting block en octobre prochain. Et pour cause. L'article 35 de la Constitution m'empêche d'être candidate. Oui, je suis inéligible parce que je suis une OU, c'est-à-dire parce que j'ai un parent étranger, en l'occurrence ma mère qui était française. Et parce que je suis OU,
eh bien, je suis inéligible. Je trouve cela injuste. Je dirige depuis 2006 un parti politique. Eh bien, malgré tout ça, je suis frappé d'inéligibilité à l'élection présidentielle. Daniel Bonin-Claverie propose alors le report de l'élection présidentielle en vue de la révision de la Constitution. L'URD propose le report des élections sur une durée conséquente, la constitution d'une plateforme transitionnelle avec une feuille de route précise qui aura amené un certain nombre de réformes pour améliorer le système politique et le système électoral, notamment amender la Constitution et son article 35 pour permettre à tout candidat qui le désire de pouvoir se présenter. La présidente de l'URD soutient également que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d'élections en octobre prochain. Elle dénonce la procédure de révision de la liste électorale. Nous dénonçons la durée de l'enrôlement qui ne s'étend que sur un mois, là où la loi permet que l'on puisse le faire sur 45 jours. L'URD dénonce aussi la fâcheuse coutume de mettre à jour la liste électorale au dernier moment, alors que la loi prévoit une mise à jour annuelle. Au cours de ces échanges avec la presse, désarmement des ex-combattants et des dozos, réconciliation et problèmes fonciers à l'Ouest sont les autres sujets abordés par la présidente de l'Union républicaine pour la démocratie, URD. Voilà, c'était les temps forts de la conférence de presse de la présidente de l'URD, l'Union républicaine pour la démocratie. Le mois d'octobre 2015 marque le début des élections en Côte d'Ivoire. La sécurisation de ces échéances est un facteur déterminant à Aboaké. Ainsi, la 3e Légion de gendarmerie et l'ONUCI ont organisé une simulation en vue de parfaire le dispositif sécuritaire qui a été mis en place lors des élections. Reportage Kader Sogodougou. Deux leaders de partis politiques tiennent leur meeting qui dégénère. Les gendarmes ivoiriens s'interposent. Débordés, les forces onusiennes viennent en soutien. Après des négociations, le calme revient. Le jour des élections, des électeurs sont pris à partie et le bureau de vote saccagé. Le même dispositif est reconduit. Gendarmes ivoiriens, en premier rempart, sont soutenus par l'ONUCI. Après la proclamation des résultats, c'est l'émeute, incendie, affrontement. La gendarmerie intervient. Le chaos semble gagner les rues. Les forces onusiennes, en soutien, font ce qu'elles peuvent. Le bilan est lourd. Arrestations, dégâts matériels, blessés graves, morts d'hommes. Après de nouvelles négociations, c'est le retour au calme. Soldats et population dansent ensemble. Ce sont 3 tableaux utilisés par les gendarmes de la 3e Légion de Boaké et les forces onusiennes lors d'une simulation organisée à Boaké. À la fin de l'exercice, le sous-préfet de Boaké a réitéré la volonté du gouvernement de mener à bien le processus électoral sans heurts. Nous voulons aller à des élections paisibles. Nous voulons aller donc à des élections apaisées, comme on aime le dire, dans un climat de paix total, qu'il n'y ait pas de mouvement comme ce que nous avons vu dernièrement. La Côte d'Ivoire pourra compter sur le soutien onusien. Les forces onusiennes sont depuis longtemps engagées aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le rétablissement de la sérénité publique et dans le souci de s'associer de plus en plus fortement, étroitement au processus électoral dans un contexte apaisé, dans un contexte qui permettra au suffrage universel de s'exprimer dans toute sa quiétude et toute sa sérénité. Et voilà, c'était un exercice de simulation de l'ONUCI et de la gendarmerie, et cela s'est passé à Boaké. La session inaugurale de l'Institut d'études stratégiques de défense s'est ouverte ce jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro autour du thème « Les relations armées-nations, quel modèle pour l'Afrique ?» Il s'agit de préparer les cadres à l'exercice de fonctions stratégiques. Reportage Abou Sanogo. Yamoussoukro,
Fondation Félix Houphouët-Boigny, ouverture de la première session de formation préparatoire à l'installation de l'Institut d'études stratégiques et de défense en Côte d'Ivoire. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Il s'agit de créer une plateforme d'échange et de collaboration entre les décideurs et d'introduire les questions relatives à la sécurité dans le système éducatif. L'implantation donc en Côte d'Ivoire d'un institut d'études stratégiques et de défense répond aux besoins de ce pays de se doter d'un cadre d'analyse et de renforcement des capacités des hauts responsables de l'administration, du secteur privé et des forces armées en matière de réflexion stratégique. Au centre de cette première session, les relations armées-nation. Quelles doivent donc être leurs relations? C'est tout l'enjeu de la session. L'Institut d'études stratégiques de défense peut contribuer à trouver les réponses, notamment promouvoir l'esprit de défense nationale et le lien armée-nation, vulgariser la réforme du secteur de sécurité, diffuser la politique de défense et de sécurité au niveau des cadres dirigeants, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, analyser les questions sécuritaires dans une vision régionale. Une centaine d'auditeurs originaires de la CEDEAO et des États membres de l'Afrique centrale prennent part à la session. C'est une initiative qui est importante. Il faudrait que ce groupe de pensée soit désormais itinérant au niveau de l'Afrique et que les Africains ensemble puissent réfléchir et apporter des solutions à leurs problèmes. En tant que représentants des populations, nous venions donner notre vision sur la mise en place de cet institut qui sera un cadre d'échange, un cadre de formation pour que les populations puissent bien comprendre le rôle de l'armée qui est au service de la population et la population elle-même qui doit pouvoir proposer des solutions pour qu'elle puisse mieux apporter son appui à la défense et à la sécurité. C'est un institut qui, comme on l'a précisé, dont le rôle est de former un cadre de rencontre pour les hauts cadres de la nation, les hauts cadres de l'armée, pour échanger sur les thématiques et puis aussi pour échanger sur les orientations au niveau stratégique. Les nations africaines, fondements, forces et faiblesses, tel est le thème de la première communication dite par le professeur Jean-Noël Loukou. Un atelier de haut niveau s'est tenu les 16, 17 et 18 juin, se tient les 16, 17 et 18 juin au Conseil économique et social initié par le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO. Les travaux ont abouti à l'élaboration d'un agenda commun, moyen par lequel les femmes de Côte d'Ivoire veulent participer de façon significative à des élections apaisées. Le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO a eu la main heureuse. Son projet de renforcement du leadership des femmes et leur participation aux décisions a abouti à la mise en place d'une alliance, structure qui devra exécuter un agenda commun. 3 jours de travaux ont permis d'obtenir ces résultats avec la contribution des femmes de divers secteurs d'activité et de plusieurs structures de la société civile et de formation politique, mais aussi avec l'apport des délégués étrangers qui ont évoqué plusieurs expériences pour aider la Côte d'Ivoire à avoir des élections apaisées. Les différentes expériences que nous avons eues dans certains pays comme le Togo, la Guinée-Bissau, le Sénégal, qui a conduit à des élections apaisées et crédibles. C'est ce que nous voulons partager ici avec nos sœurs, mères et jeunes aussi de Côte d'Ivoire. L'initiative du réseau bénéficie de l'appui des organismes des Nations Unies et de plusieurs représentations diplomatiques. À l'occasion, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a égrené les actions du gouvernement en faveur des femmes. Elle a profité pour prodiguer des conseils et promis de tenir compte des résultats. Je souhaite que tout cela soit véritablement adopté par toutes les fêtières d'organisations féminines, politiques, du Forum des femmes politiques, des partis politiques. Mais tout cela, il faut, de façon complice, le mettre en œuvre. Est-ce que vous êtes prêts à ça? C'est maintenant qu'il faut être visible dans les états-majors de campagne de vos différents partis politiques. C'est maintenant qu'il faut être incontournable et qu'il faut être sur le terrain. La mise en œuvre effective de l'agenda est soumise à l'élaboration d'une charte de fonctionnement, d'un protocole d'entente et d'une feuille de route. En religion, jour J pour les musulmans, le ramadan, le mois sacré de l'islam, a commencé ce jeudi
À l'aube, durant ce 9e mois du calendrier lunaire égyrien, les musulmans sont invités à s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles. Dès les lueurs de l'aube, ce mois sacré rappelle celui durant lequel le Coran a été révélé au prophète Mahomet, paix et salut soit sur lui. Selon des statistiques, 150 000 migrants passeront par Agadez cette année, dont une bonne partie rejoindra la Libye, puis éventuellement l'Europe. Des milliers d'autres sont déjà revenus cette année dans la capitale du Nord, Niger, sans argent et dans un état de fatigue avancée et surtout avec des problèmes respiratoires dus à la poussière inspirée. Sur les pistes, faisons le triste constat avec Sylvie Touré. Un véritable chemin du calvaire, le parcours effectué par les migrants qui veulent atteindre l'Europe par la Libye. Venant bien souvent du Sénégal, du Ghana ou du Burkina Faso, ces migrants qui bénéficient de la libre circulation dans l'espace communautaire CEDEAO peuvent aller jusqu'à Agadez et même à Madama, au nord du Niger, à la frontière avec la Libye. La route même, il faut dire que c'est risquant, puisque c'est sur Sahara, c'est pas goudron, c'est pas vol, c'est Sahara. Notre camion là aussi, bon, presque c'est les 4x4, mais ça prend plus de 30 ou 27 comme cela personne. Mais c'est risquant. Si tu n'es pas en bonne position, tu risques de tomber. Si tu tombes aussi, bon, tu risques de perdre la vie. Je vais essayer d'aller en Libye pour pouvoir jouer au football. Si une chance ou une opportunité peut s'offrir à moi, je serai une star. Un jour, je reviendrai dans mon pays quand je serai un footballeur international. Des rêves brisés, la traversée difficile du Sahara et la Libye n'offrent aucune commodité aux candidats à l'immigration. En Libye, ils n'ont aucune protection, aucune aide et le manque de ressources alimentaires et en eau oblige à certains à rebrousser chemin. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 150 000 migrants passeront par Agadez